Au sommaire de cette édition au Sénégal, la coalition présidentielle a déclaré avoir gagné à Dakar lors des législatives de dimanche, un point de vue que ne partagent pas les partisans de Khalifa Sall, le maire de Dakar. En République démocratique du Congo, surtout à Goma, un rassemblement hostile au président Joseph Kabila a tourné en affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. L'Ouganda a confirmé lundi la mort de 12 de ses soldats en mission en Somalie à la suite de l'attaque des Chebab dimanche. Au Rwanda, une large victoire du président Kagame est attendue à l'issue de la prochaine élection présidentielle. L'élection est gagnée d'avance, n'a d'ailleurs pas hésité à affirmer le chef de l'État sortant vendredi dernier lors de son premier meeting de campagne. Il en veut pour preuve les 98% de suffrages accordés par les Rwandais en 2015 lors d'un référendum en faveur d'une modification de la Constitution lui permettant de se présenter pour un troisième mandat. Philippe Paimana et Franck Habineza sont les deux candidats qui affronteront le président sortant à la présidentielle du 4 août. Inconnus du grand public, leur candidature n'a été validée par la commission électorale que quelques jours avant le début, vendredi dernier, de la campagne. Dotés de très peu de moyens financiers, ces candidats n'ont que 3 semaines pour se faire connaître. Alors que de nombreux Rwandais admettent ne même pas savoir qui sont les autres candidats, des affiches aux couleurs du Front patriotique rwandais au pouvoir ont envahi les rues de Kigali depuis le début de la campagne. Crédité d'avoir ramené la stabilité et relevé une économie essoufflée après le génocide, Paul Kagame est toutefois accusé de ne laisser aucune place à l'opposition et de bâillonner la liberté d'expression. Au Sénégal, la coalition menée par le parti présidentiel a remporté la victoire aux élections législatives organisées dimanche, gagnant le scrutin dans la quasi-totalité des 45 départements du pays, a affirmé à la presse le Premier ministre Mahamad Boun Abdallah Dionne. Les résultats officiels sont attendus dans la semaine. Le taux de participation a été officiellement de près de 54% en hausse par rapport à la présidentielle de 2012 remportée par le président Macky Sall. Ces législatives ont été marquées par une présence record de 47 listes contre 24 en 2012. L'opposition entendait lui imposer une cohabitation, mais a échoué à s'entendre sur une liste commune entre l'ex-président Abdoulaye Wade, chef du Parti démocratique sénégalais, et le maire de Dakar, Khalifa Sall. Mais dans le rang de l'opposition, on n'entend pas se laisser faire, surtout à Dakar. Nous avons constaté à quelques endroits de Dakar des citoyens hors bureau qui ont voté. Nous avons constaté des citoyens disposant des documents déclinés par l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui n'ont pas pu voter ou avoir même la possibilité de savoir dans quel bureau voter. Qu'en dépit de toutes ces violations et difficultés, la victoire de notre coalition Manko Taxawu Sénégal dans le département de Dakar est sans contestation. Et nous n'accepterons pas d'avoir mis notre maire derrière les barreaux pour l'empêcher de participer à cette campagne et pour une deuxième fois de vouloir faire un hold-up électoral. Nous ne l'accepterons pas. Nous ferons face aussi bien sur le plan politique que sur le plan juridique pour que Dakar reste aux Dakarois, que Dakar assure sa fidélité au maire de Dakar. Un des enjeux majeurs de cette dernière consultation avant l'élection présidentielle de 2019 est de mesurer les forces du camp du président Macky Sall. Au terme des élections législatives de ce dimanche, marquées par quelques incidents et un report du scrutin dans plusieurs circonscriptions de la région du Poul, le président congolais Denis Sassou Nguesso devait disposer d'une nouvelle majorité confortable à l'Assemblée, et ce, plus d'un an après sa propre réélection contestée. Bon, j'ai voté dans une bonne condition, tout est calme ici, on est à l'aise, les choses passent bien. Les électeurs viennent petit à petit, ils viennent voter. Dans notre centre, vraiment, il n'y a rien à signaler. Tout se passe dans l'inquiétude.
Moi, ce que je voulais juste dire aux autorités suprêmes, il faut savoir accepter la défaite parfois. Vous savez que le Congo de demain va rester chez nous. Jusqu'à quand on va continuer à manœuvrer ce genre d'élections? Jusqu'à quand? Même si les résultats du second tour ne seront connus que dans quelques jours, le Parti congolais du travail du président avait déjà empoché 72 sièges sur 151 au premier tour le 16 juillet dernier, contre 7 pour l'Union des démocrates et humanistes de Guy Brice Parfait Kolela et 3 pour l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Manifestants et policiers se sont affrontés lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une mobilisation pacifique nationale organisée par le mouvement congolais de jeunes Lutte pour le changement, Lucha, sur toute l'étendue du territoire congolais. C'était pour protester contre le maintien du président Joseph Kabila à la tête du pays et la non-convocation des élections pour désigner son successeur. Une dizaine de manifestants ont été interpellés par la police à Goma, capitale du Nord Kivu. D'autres qui tentaient d'ériger des barricades tout en jetant des pierres à des policiers ont été dispersés à coups de matraque et de tirs de gaz lacrymogène. À Butembo, toujours dans le Nord Kivu, 11 militants ont été brutalement interpellés selon des témoignages. Pendant ce temps, à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, des manifestants qui se rassemblaient sur la place de l'Indépendance ont été également dispersés par la police. À Lubumbashi, 5 personnes, dont 4 membres de Lucha, ont été interpellées après la prière dans une paroisse catholique, non loin du bureau de la CENI. Notons que cette mobilisation a également enregistré plusieurs interpellations de journalistes. L'armée ougandaise a annoncé lundi avoir perdu 12 soldats œuvrant dans le cadre de la mission de l'Union africaine en Somalie, à Missom, lors d'une embuscade menée dimanche par les islamistes somaliens Shebab dans le sud du pays. Il est maintenant confirmé que l'armée ougandaise a perdu 12 vaillants soldats, 7 ayant été blessés, a déclaré dans un communiqué le porte-parole, précisant que les blessés avaient été évacués vers Mogadiscio. Le Shebab, affilié à Al-Qaïda, avait affirmé avoir tué dimanche dans une embuscade 39 soldats de la Missom dans la région de la Basse-Chabelle. Des habitants avaient confirmé dimanche à l'agence France-Presse que des combats avaient eu lieu dans cette zone, sans cependant être en mesure de vérifier le bilan des Shebab. Ceux-ci ont l'habitude d'exagérer les bilans de leurs attaques. Selon les résidents, les forces de l'Union africaine avaient été attaquées dans le village de Golwyn alors qu'elles escortaient un convoi de matériel sur la route reliant la capitale Mogadiscio à Basse-Chabelle. Les Shebab ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la Missom. Ils ont été chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leur bâtiment, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent dans la capitale ou contre les bases militaires somaliennes ou étrangères. La ministre française des Armées, Florence Parly, a commencé dimanche une tournée africaine au Tchad, où elle a assuré les militaires français engagés dans l'opération anti-djihadiste Barkhane qu'ils auront les moyens nécessaires à l'exécution de leur mission. Et vous pouvez compter sur ma détermination pour que vous disposiez des moyens nécessaires à l'exécution de votre mission. C'est mon combat. Il est bien sûr moins risqué que le vôtre, mais je peux vous assurer qu'il n'est pas moins complexe. Florence Parly s'est entretenue lundi avec le président Idriss Déby Itno. Elle doit également s'entretenir lors de cette tournée africaine avec le président nigérien Mahamadou Issoufou et le malien Ibrahim Boubacar Keïta. La France présente dans la zone sahélo-saharienne avec 4000 hommes engagés dans l'opération anti-djihadiste Barkhane a récemment poussé à la création d'une force militaire conjointe des pays du G5 Sahel. Cette force, qui devrait compter 5000 hommes, nécessite un financement de 423 millions d'euros, encore loin d'être atteint.
Ces armes de guerre appartenaient à l'ex-coalition Séléka. Au moment où les rebelles étaient contraints de quitter la ville de Bangui, les forces internationales avaient saisi l'arsenal en leur possession. Ces armes sont stockées depuis plusieurs mois en un lieu hautement sécurisé. Donc c'est le but de cette visite, c'était pour vous de pouvoir voir dans quelles conditions et comment était stocké l'armement utilisable qui est en très petite quantité et l'armement non utilisable qui est en attente d'être détruit. C'est un peu plus de 2000 armes de guerre et de munitions qui avaient été placées dans un lieu sécurisé. Aucune arme n'a été volée. C'est la batterie du matériel destiné à la destruction des armes qui a été dérobée. En regardant le stock qui est dans les containers, vous avez vu qu'il faut là des véhicules lourds. Voilà. Donc en aucun cas, aucune arme n'a été dérobée. On peut déjà même préciser qu'aucun container n'a été fracturé ou n'a subi une tentative de fracturation. Les conditions de sécurité ont été renforcées autour du bâtiment abritant les effets de guerre. Une démarche qui vise à décourager toute nouvelle tentative de vol. Les changements climatiques ne cessent de faire parler d'eux à travers leurs effets de plus en plus insupportables. Dans son deuxième numéro de Débat écolo, le réseau des journalistes du Bénin sur les catastrophes naturelles s'est intéressé à l'importance du reboisement dans la lutte contre le phénomène. La forêt, je dis que c'est des puits à carbone, donc la forêt permet d'absorber le CO2. Mais sur le plan international, lorsqu'on fait le bilan en matière de production de gaz à effet de serre, la part utilisée par la forêt n'est pas aussi élevée. Donc, c'est les énergies fossiles qu'il faut cesser d'utiliser pour pouvoir régler les questions de changement climatique. L'Afrique émettant le moins de gaz à effet de serre et subissant grandement les effets des changements climatiques, il importe d'accentuer les réflexions sur les mesures d'adaptation. En cela, par exemple, sur le plan national, on peut revoir le calendrier agricole et l'adapter aux modifications de la pluviométrie. Vous allez voir qu'actuellement, il pleut beaucoup, mais le sol n'arrive pas à les absorber. Donc, c'est les deux extrêmes. Dès que vous rentrez dans la pluviométrie, vous avez une grande quantité. Lorsque c'est la saison sèche, elle est vraiment rude. Et comme solution en matière de changement climatique, il faut aller vers les innovations pour pouvoir utiliser les énergies renouvelables. Les innovations, c'est tout faire pour qu'on puisse amplifier l'utilisation de l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie propre aussi des cours d'eau. Et sur le plan de la recherche, l'EPAC va nous aider à confectionner des accumulateurs d'énergie qui vont avoir plus d'autonomie. L'Afrique ayant le soleil, le vent et les cours d'eau à portée, les pays gagneraient à promouvoir les énergies découlant de ces ressources naturelles.